Bonsoir à toutes et à tous. Je m'appelle Farid Maklouf. Avec mon ami Pascal Alazar, en 2016, on a survécu 40 jours sur une île déserte. Quand on est arrivé sur cette petite île aux Fidji, nous n'avions ni eau, ni nourriture et aucune assistance. Notre ambition, réaliser un rêve, un retour aux sources, mais aussi filmer l'aventure pour en faire un documentaire. Je me souviens de cette image quand on commence à apercevoir l'île à bord de notre dinghy, notre barque. C'est une image qui nous ravit et nous rassure en même temps. De l'eau cristalline, des bleus de toutes les sortes. Notre navigateur, Michui de son prénom, coupe le moteur à une vingtaine de mètres du rivage et nous dit « Welcome to Oloria ». On saute du dinghy, de l'eau jusqu'à la poitrine, sac à dos au-dessus de la tête. Le premier pas sur le sable nous donne l'impression qu'on est sur notre planète. Du sable blanc à perte de vue, de la roche volcanique, une végétation assez dense, en première ligne des cocotiers. En revanche, aucune trace de civilisation. Mais comme vous pouvez l'imaginer, partir sur une île déserte, à l'autre bout du monde, à 17 000 km de la France, c'est pas simple. Cette image, cette aventure, elle commence en septembre 2015. Je tombe par hasard sur une vidéo qui raconte l'histoire d'une personne qui a tout quitté pour aller sur une île déserte. À la fin de la vidéo, je viens de retrouver la mémoire. Ça, c'est mon rêve depuis toujours. Je prends mon téléphone, j'appelle mon ami Pascal et je lui dis « Pascal, j'ai un projet, je veux partir sur une île déserte. Est-ce que tu veux vivre l'aventure avec moi ?» Et lui me répond « Magnifique ce projet, on se voit quand ?» Trouver une île déserte, mais où ça? On voulait une île exotique, loin de tout, mais surtout loin des continents et des hommes. Alors on a commencé à faire des recherches sur des îles au Japon, en Indonésie, en Polynésie, un peu partout dans le monde. Bon, le plus souvent, on vous demande des sommes astronomiques, des milliers d'euros, ou bien on vous explique que le site est protégé. Et c'est complètement par hasard, encore une fois, que je tombe sur un documentaire qui parle des Fidji. Et là, je vois cette île magnifique dans le sud, dans le Pacifique Sud, au sud-sud-est, à 300 km des Fidji, une île de moins de 4 hectares, un rocher, son nom, Oloria. Et là, je sais qu'on a trouvé notre île. Le plus simple, ça serait d'aller aux Fidji pour faire du repérage. Mais voilà, on n'a pas les moyens. On n'a même pas les moyens de se payer un hôtel sur place. Alors, on va commencer par contacter l'ambassade des Fidji qui se trouve en Belgique. Par mail, par téléphone. Et là, très rapidement, ils vont nous dire « Bon, on ne peut pas vous aider. Le mieux, c'est de voir ça avec les responsables des clans à qui appartiennent ces îles désertes. » Ouais, ok. Dans le même temps, on avait fait une quarantaine de demandes en couchsurfing. Une seule personne, Francis Tui, accepte de nous héberger. Et à partir de ce moment-là, alors qu'on n'a toujours pas pu contacter les responsables de l'île, tant pis, c'est pas grave, on va bloquer une date. Et ça sera le 2 août 2016. Trouver des financements, l'argent, le nerf de la guerre. On a chiffré le périple aux alentours de 20 000 euros, ce qui représente billets d'avion, bus, bateau, la logistique en général. Mais il nous faut aussi du matériel numérique pour filmer l'aventure. Caméscope, caméra miniature, batterie, panneaux solaires, carte SD. Alors on commence par contacter des futurs partenaires, des sponsors sur le plan national et international. Bon, sur la centaine qu'on a contactés, 100% de réponses négatives. 2 Français quinquagénaires que personne ne connaît, qui vous demandent de l'argent ou du matériel pour aller à l'autre bout du monde sur une île déserte, c'est pas facile. On a quand même réussi à récolter la somme de 4 000 euros, principalement versée par des commerces locaux qui nous connaissaient bien, les amis et la famille. À cette somme, on a rajouté 3 000 euros chacun, nos économies. Et nous voilà, au final, avec un budget divisé par 2, 10 000 euros. Se préparer. Se préparer physiquement, ce n'est pas essentiel. Une aventure comme celle-là, je dirais que 80% de l'aventure, c'est du mental.
En revanche, on doit apprendre à mieux nous connaître dans la douleur. On a dormi dehors dans les Alpes suisses à moins 10 degrés, on a pratiqué l'escalade, descendu une rivière pendant 3 jours, bivouaqué, pêché. De toute façon, tu pêches pas, tu manges pas. On fait aussi beaucoup de sorties nocturnes avec des sacs à dos lourds de 25 kilos. Le but, c'est de souffrir ensemble. Mais en revanche, là où c'est très important, c'est hyper important, même vital, savoir pêcher, savoir chasser et avoir des notions en survie. Pascal vous dirait, entre ce que l'on croit savoir faire et ce que l'on sait faire, entre les deux, il y a la mort. 10 mois ont passé, nous sommes le 2 août 2016, date de notre départ. Le premier vol, Marseille-Amsterdam, 1h45, arrivé à Amsterdam, 4 heures d'escale. Deuxième vol, Amsterdam, Séoul en Corée du Sud, 10h30 de vol, arrivé en Corée du Sud, 18 heures d'escale. Bon, le temps pour nous de trouver un hôtel cheap, un truc pas cher du tout, pour essayer de dormir un peu, parce que jusque-là, avec le décalage horaire, impossible de fermer l'œil. Troisième vol, Corée du Sud, Nadi, aux Fidji. 10h30 de vol encore une fois. Et évidemment, tous les vols sont en classe éco. Arrivé sur le sol fidjien, après 43 heures de voyage, on est excité, inquiet et très fatigué. On n'a pas le temps d'y penser. On prend un bus, 5 heures de trajet, destination Suva, la capitale. Arrivé à Suva, on prend un taxi pour nous rendre chez notre hôte. On fait quand même un petit crochet dans un shop pour acheter le traditionnel kava de bienvenue. Le kava, c'est une racine, une fois pilée, diluée avec de l'eau, devient une boisson à la fois relaxante et euphorisante. Mais le kava, c'est surtout une coutume sacrée chez les Fidjiens. Vous ne pouvez pas vous rendre chez quelqu'un, ou bien encore moins sur une île, sans apporter du kava. La première nuit chez notre hôte, on se lève à l'aube, on prend le premier bus en partance pour Suva Centre. On ne sait même pas où aller. On ne sait pas par quoi commencer. On a devant nous une page blanche. Alors évidemment, quand on rentre en fin de journée, on est à la fois déçu, mais très inquiet, parce que le temps aussi joue contre nous. Notre projet, lui, il est de 40 jours sur l'île déserte. Mais notre retour, il est prévu pour le 4 octobre. Le soir, après le repas, pendant qu'on boit du kava avec notre hôte, on lui explique nos difficultés. Et là, elle nous regarde, française, et nous dit « Mais mes parents, ils travaillent au gouvernement. » Le karma. Le lendemain, elle les appelle, et ses parents lui expliquent qu'on doit se rendre au Law Provincial Council, comprenez la mairie des provinces. La mairie des provinces gère la région de Layou. Layou, L-A-U, c'est un territoire grand comme la France dans le Pacifique Sud, dans lequel se trouvent 38 îles habitées, donc 38 villages. Dans cette région protégée, les touristes et les pêcheurs, autres que les habitants, n'ont pas accès. Elle obtient un rendez-vous pour le lendemain. On est reçu par 2 personnes, dont un responsable. Et là, on expose notre projet. Et puis, très rapidement, on nous dit « Je prendrai contact avec le clan des Como, à qui appartient l'île déserte de Lorua, et je reviens vers vous. » Waouh, un espoir est né. 5 jours après, on demande à nous recevoir. Et là, je me souviens de son visage fermé. J'ai eu un moment de stress. J'étais blanc, je n'arrivais plus à bouger. Et il nous regarde et il nous dit « J'accepte, à une condition. » Non, là, on est en apnée, on attend. « Je veux un papier signé de l'ambassade française, de responsable de l'ambassade française, qui approuve votre périple. » Je dis « Waouh, c'est quoi ça ?» Et en fait, on apprendra plus tard que les responsables fidjiens craignaient de devoir endosser la responsabilité de nos décès. Ouais. En fait, j'avoue que le moment où on a eu un gros doute, c'est quand on regarde le responsable fidjien, puis on lui dit on va aller sur l'île sans eau. Ouais. Et là, il le regarde, comme ça. Il te fixe et il te fait. Après 72 heures de navigation, très compliquée en fond de cale dans un bateau de ravitaillement, on monte à bord d'un dinghy, on traverse la barre de corail et là, direction l'île des Comos. Là, on est accueilli par 2 personnes, super chaleureuses.
On offre encore une fois le cava. On est conduit dans l'habitation du chef du village. Et à côté de lui, assis, à même le sol, un chaman qui il va bénir les racines de cava. D'autres personnes arrivent, se joignent à eux, et là, en fait, le but, c'est qu'ils discutent entre eux pour décider si on peut rester sur l'île des Comos et évidemment se rendre sur l'île de Lorya. Et ils acceptent. Et là, on est soulagé. Et on peut enfin boire le cava, le traditionnel cava, avec toutes ces belles personnes. Bon, la nuit a été courte. Le soleil est déjà levé. Nous, on est de nouveau dans une dinghy. Cette fois, direction l'île déserte de Lorya. 1 heure environ de navigation. Et on a la chance d'être sur le Pacifique et de contempler un spectacle extraordinaire. Des baleines qui jaillissent de l'eau. Et puis ce truc que j'avais jamais vu, des poissons volants qui nous suivent juste à quelques centimètres de l'embarcation. Et c'est bizarre, mais avec Pascal, on a l'impression que tout ce beau monde est là pour nous souhaiter la bienvenue. Oloruya. Nos premières heures sur Oloruya. 2 enfants dans un magasin de jouets. Et là, on hallucine, c'est un truc de fou, ça fait 1 an qu'on y rêve, et puis on est là, quoi. Mais bon, on va vite redescendre. Et très rapidement, il faut trouver de l'eau. Parce que les champs de survie, sans eau, surtout avec cette humidité, cette chaleur, sont de 3 jours maximum. Et par chance, il avait plu la semaine d'avant, ce qui va nous permettre de trouver une petite flaque d'eau un peu plus loin dans la bouche. Le soir, tout simplement, on va dormir sur le sable au bord de l'océan. Et on découvrira plus tard qu'il vaut mieux ne pas dormir à même le sol à l'intérieur des terres. La nuit, tu as l'impression que le sol bouge tellement il y a d'activité. C'est les insectes, c'est les crabes, les bernard l'ermite, c'est les araignées, les serpents. Le deuxième jour est là. Donc le deuxième jour, il est consacré à trouver le spot, l'endroit où on va bâtir notre abri. Alors, proche de l'océan, à l'intérieur des terres, mais surtout, jamais sous un cocotier. Se prendre une coco sur la tête, c'est fatal. Et au final, après 8 jours de lutte, on a enfin fini de bâtir notre refuge. La deuxième semaine est là. En fait, on s'adapte. On fait comme les Fidjiens, on pêche sans canne, avec uniquement du fil de pêche, un hameçon. Et comme appât, on va utiliser une vieille technique fidjienne qui consiste à faire sortir le bernard l'ermite de sa coquille, en le tenant à proximité comme ça, et en sifflant régulièrement. Et il commence à sortir ses pattes doucement, puis sa tête, et puis là, il faut l'attraper rapidement. Et voilà, un appât pour la pêche. On fait aussi le tour de l'île à marée basse tous les jours avec nos harpons artisanaux pour trouver des coquillages, crabes, poissons, murènes, ce qui est comestible. Mais en revanche, ce qui nous inquiète beaucoup, c'est l'eau. Il n'est toujours pas tombé une goutte de pluie. Il nous reste encore quelques cocos qui ne sont pas encore très hauts, au risque de se briser une jambe. Pendant ces 2 semaines-là, on a perdu aussi beaucoup de poids, on est affaibli, mais chaque effort devient vraiment, vraiment très difficile. La 3e semaine, pointe sonnée, et une fois encore, pas une goutte de pluie. On doit se rationner, on doit éviter de s'exposer trop longtemps au soleil. La flaque qu'on avait trouvée, la flaque est maintenant asséchée. Alors on va creuser sur une 60aine de centimètres au même endroit, et on va trouver de l'eau boueuse qu'on va devoir filtrer avec les moyens du bord. Des bouteilles en plastique que les vents et marées nous ont ramenées serviront de récipient. Alors la première bouteille, on coupe le bas, on la retourne. Le premier filtre sera un morceau de tissu, comme on peut le voir. En fait, c'est un morceau de mon Bermuda qui, à la fin de l'aventure, c'était un short. Ensuite, de moitié du sable et pour finir, des granulés de coquillage. Et là, vous avez un filtre, certes, de fortune, mais qui fonctionne très bien. Ces derniers temps, la pêche a été très peu favorable. Il nous arrive de ne pas manger pendant plusieurs jours, 3-4 jours d'affilée. Et depuis qu'on explore l'île, on n'a trouvé aucun tubercule. Il n'y a pas de manioc, il n'y a pas de patates douces, il n'y a pas de taro. Je me souviens un soir, Pascal me dit,
je crois que j'ai trouvé un moyen de piéger le crabe de cocotier. Le crabe de cocotier, c'est un animal nocturne. Adulte, il peut mesurer jusqu'à 1 mètre de diamètre. Avec une pince, il peut soulever jusqu'à 25 kilos. Il se nourrit principalement de la coco, enfin de la copra, du fruit de la coco. Il prend la coconut, il arrive à la débourrer, et avec sa pince, il casse la coco. Autant vous dire qu'il peut vous sectionner les doigts sans problème. Et notre piège, à base de fil de pêche attaché à un morceau de corail dans un récipient, fera office d'alarme. Et comme appât, évidemment, de la copra attachée à l'autre extrémité de ce même fil, plusieurs mètres plus loin d'ailleurs. Et là, la nuit suivante, on découvre notre prise. Un crabe de cocotier, celui-là, il faisait à peu près 3 kilos, facile. Et on va enfin pouvoir reprendre des forces. La 4e semaine, la pluie bénie du ciel. Et même s'il n'a plus qu'une heure, on a le temps de faire des récoltes, et surtout faire des récoltes d'eau claire et de l'eau potable. Et ce jour-là, c'est un beau jour. Depuis cette 4e semaine, beaucoup de choses ont changé. C'est vrai, on n'est plus des étrangers pour l'île. On fait maintenant partie intégrante du biotope. On comprend les vents, les marées. On est plus habile au lancer de harpon. On sait où trouver les bons appâts pour la pêche. On prend même le temps de contempler les couchers de soleil, d'admirer le paysage depuis le sommet de l'île. La nuit, quand tu observes le ciel, la voie lactée, tu as l'impression que tu peux toucher les étoiles. Il n'y a pas de pollution luminaire, il n'y a pas de pollution de l'air, il n'y a pas de pollution sonore. C'est comme le commencement d'un nouveau monde. On ne possède rien et pourtant, on est heureux et en paix. Malgré la soif, la faim, nos pertes de poids, moins 14, moins 16 kilos, des dents cassées, des piqûres de moustiques, les piqûres d'araignées, les morsures de murènes, les serpents, les intoxications, les malaises. Mais malgré tout ça, la 5e semaine, on a un gros pincement au cœur. Il ne nous reste plus qu'une semaine. On arrive maintenant au bout de cette belle aventure humaine. On va devoir quitter celle qui nous a accueillis, rendus plus humbles, celle qui nous a nourris et protégés, celle qui a réalisé nos rêves, celle qui nous a fait découvrir que c'est parce qu'on n'a rien qu'on est comblé. D'ailleurs, ça m'a rappelé un proverbe qui dit, ou un dicton peut-être, la vie est souffrance, et la cause de cette souffrance est le désir. Le retour à la maison. Ouais. En revenant, on est complètement détaché de ce monde moderne. Revenir à la réalité, à la vie normale, c'est très compliqué. Nos pensées, notre esprit, il est toujours là-bas sur l'île. En revanche, une chose a changé. Eh oui. Il est important pour moi de passer du temps avec ma famille. Des choses simples, passer du temps avec ma maman, partir en voyage avec ma compagne, partager des moments avec mon fils. Là-bas, tu peux te blesser gravement ou mourir. Personne ne viendra t'aider. Quand tu es sur une île déserte retirée du monde, tu prends conscience que la vie, elle est fragile. Le temps n'existait plus. Au contraire de ce qu'on peut vivre ici. Ici, tout à coup, tout allait trop vite. Pour nous, les gens, ils parlaient trop. Puis le bruit. Je ne sais pas comment vous l'expliquer, mais là-bas, on ne parlait plus. On écoutait. Tu écoutes l'océan, tu écoutes la faune, la flore, tu écoutes l'île. Cette expérience nous a reconnectés avec les éléments qui nous entourent. En fait, on avait oublié qu'on était vraiment. À travers la technologie, on se coupe de plus en plus avec notre environnement et les autres. Et quand tu es sur une île déserte, entouré par l'immensité du Pacifique, tu te sens infiniment petit. Mais tu ressens un sentiment d'équilibre. Parfois, il faut vivre le pire pour se redécouvrir. Merci de m'avoir écouté.